Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. On le sait, mal dormir, c'est être fatigué pendant la journée. Les troubles du sommeil sont nombreux et parmi eux, il y a l'apnée du sommeil. Ce syndrome touche 4% des hommes et 2% des femmes, une maladie respiratoire qui peut avoir des conséquences graves sur la santé. Alors pourquoi arrête-t-on de respirer en dormant? Quels sont les risques et comment en finir avec l'apnée du sommeil? Nous allons en parler avec un spécialiste en la matière, le docteur Marc Rey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre du sommeil du CHU La Timone. Alors, cette maladie, vous allez peut-être nous rassurer ou nous inquiéter. D'abord, tout le monde fait des apnées du sommeil? Ah oui, absolument. Tout le monde fait des apnées puisque dans la nuit, il nous arrive d'avaler, il nous arrive de changer de position et à ce moment-là, on va s'arrêter de respirer pendant une dizaine de secondes, ce qui est tout à fait physiologique. Le problème, bien entendu, c'est si on en fait trop souvent. Là, il va y avoir une répercussion négative sur le sommeil. Et à partir de combien faut-il s'inquiéter chez l'adulte d'abord? Alors, chez l'adulte, on considère que c'est anormal au-dessus de 10 apnées, hypopnées par heure de sommeil. L'hypopnée, c'est le fait de respirer de façon moins ample, et l'apnée, c'est de ne pas respirer du tout. Et au-dessus de 30 apnées, par contre, là, il faut un traitement efficace. Et chez l'enfant? Alors chez l'enfant, les données sont plus variables selon l'âge de l'enfant. Bien entendu, plus on se rapproche de l'âge adulte et plus on va avoir des valeurs près de l'âge adulte. Chez l'enfant petit, dès 3 apnées par heure, 3 apnées hypopnées par heure, on considère qu'il faut prendre en compte ces manifestations. Alors il existe plusieurs types d'apnée du sommeil, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Alors oui, c'est le mécanisme de l'apnée qui va différencier les apnées. Il y a des apnées obstructives, c'est-à-dire que je ne peux pas respirer parce que quelque chose est bloqué. On peut peut-être voir une image, une coupe pour voir oui, si vous avez une coupe, voilà. ressemble. Et donc vous voyez que quand vous respirez, eh bien, vous avez une dépression qui fait que l'air qui est à l'extérieur va venir dans les poumons. Cette aspiration, bien, de temps en temps, aspire les parties molles comme on voit sur cette coupe, et ces parties molles vont venir faire obstacle et vont venir boucher le trou par lequel on respire, et donc on va faire une apnée obstructive. Et la deuxième est centrale? Alors la deuxième, c'est j'arrête de respirer, donc les voies aériennes que vous avez vues ici ne sont pas obstruées, elles sont ouvertes, mais j'arrête ma commande, ce que je fais très habituellement, si vous voulez, sur commande volontaire. Certains sujets vont faire des apnées centrales la nuit, mais bien entendu, là c'est très différent des apnées obstructives. Et parfois, c'est les deux. Et souvent, il y a un mixte des deux. Alors, soit c'est des apnées mixtes, c'est-à-dire qu'elles commencent comme une centrale et elles se poursuivent comme une obstructive. Et là, le traitement se fera à peu près comme pour les apnées obstructives. Par contre, les sujets qui ne font que des apnées centrales s'associent parfois à des respirations périodiques. Et là, on va se retrouver dans un problème un peu différent. C'est-à-dire que le sujet a tendance à hyperventiler puis s'arrêter de respirer. Et là, on est souvent confrontés à des problèmes de sujets qui ont une insuffisance cardiaque ou des problèmes neurologiques différents. Et quelle que soit l'origine, est-ce que ce sont les mêmes symptômes? Ah non, les apnées obstructives ont des symptômes comme le ronflement qui ne vont pas apparaître dans les apnées centrales. Le ronflement parce que vous allez avoir une diminution, si vous voulez, du calibre des voies aériennes supérieures, ce qui fait qu'elles vont se mettre à vibrer, donc à ronfler, et puis après elles se bouchent, et quand je réouvre, à ce moment-là, il y a à nouveau du bruit. Alors le lieu commun de dire j'ai dormi, j'ai ronflé, j'ai bien dormi, finalement c'est pas vrai? Alors c'est à la fois vrai et pas vrai. Longtemps en effet on a considéré que le ronfleur était un bon dormeur, ça témoignait qu'il avait un sommeil régulier et qui ronflait. Alors ça reste vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un ronflement peu bruyant, très régulier, tout à fait continu, c'est quelqu'un qui dort bien. Alors que l'apnéique va avoir un ronflement qui est intermittent, et parfois ce qui choque beaucoup plus le partenaire de lit, c'est quand il s'arrête de faire du bruit, donc il s'arrête de ronfler et de respirer. Et donc à ce moment-là, elle se dit qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il va y avoir une reprise de la respiration, parfois très bruyante, et ce qui va bien entendu occasionner le réveil du partenaire de lit. Et ce qui peut faire peur justement aux proches. Tout à fait. Et donc vous avez des proches qui n'osent pas se rendormir en disant mais il s'est arrêté de respirer, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est quelque chose de très angoissant, alors que celui qui a des apnées ne va pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Parce que finalement ce sont souvent les proches qui alertent. Est-ce que la personne qui fait des apnées du sommeil en est consciente? Alors lui, il n'en est pas très conscient. Il est conscient de sa fatigue le matin.
il est conscient qu'il est somnolent éventuellement dans la journée, mais sur le plan de son sommeil nocturne, la plainte est assez complexe pour lui. Parfois, il a l'impression au contraire de bien dormir, d'avoir un sommeil assez lourd et de s'endormir facilement du fait de ses apnées. Et ce proche qui alerte, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut faire un examen approfondi quand il dit bon bah, tu t'arrêtes de respirer, il y a un problème. Voilà, à ce moment-là, si vous voulez, il faut qu'il y ait une consultation médicale de façon à évaluer le retentissement diurne de ces apnées, d'évaluer le retentissement cardiovasculaire, parce que si c'est quelqu'un qui a une hypertension artérielle, qui a des problèmes cardiaques, bien entendu, il va falloir à ce moment-là faire des enregistrements pour savoir s'il y a des apnées ou pas. Et c'est justement le rôle des centres du sommeil, comme celui de la Timone. Je vous propose de regarder ce reportage. Chez certains patients, le syndrome d'apnée du sommeil est grave. Cet homme se réveille toutes les minutes et fait des apnées d'une durée moyenne de 45 secondes. Il commence à avoir des mouvements qui sont en opposition de phase entre le thorax et l'abdomen. Il lutte et là, il va se remettre à respirer brutalement avec, bien entendu, un grand bruit respiratoire. Donc, il y a quelques mouvements et puis à ce moment-là, il se remet en arrêt respiratoire. Une multiplication des apnées qui diminue l'oxygénation sanguine avec de sévères répercussions sur la santé. Il dort très mal, donc il est très somnolent le lendemain et vous avez vu au point de vue cardiaque que toute la nuit, il passe son temps à avoir une bradycardie suivie d'une tachycardie et donc bien entendu, ce type de complications cardiaques va majorer le risque d'infarctus et va majorer le risque vasculaire. Pour mesurer l'activité électrique du cerveau, 12 à 21 électrodes sont positionnées sur la tête du patient pendant toute une nuit. Ces électrodes, vous voyez, qui sont assez longues et qui font à peu près 1,20 m, vont être mises en place sur un boîtier qui va nous permettre d'enregistrer ce signal et donc de voir leur sommeil. Chaque chambre est équipée d'une caméra vidéo en infrarouge. Bien d'autres paramètres sont aussi enregistrés. On leur met les ceintures thoraciques et abdominales tenues par ça, au niveau du thorax et de l'abdomen. On les positionne comme ça. Hein, pour l'inspiration, l'expiration. D'accord. Ok. On leur met le micro pour les ronflements. On positionne à là. ce niveau-là. Le cœur pour les pulsations cardiaques. Le sommeil des adultes est surveillé, mais aussi celui des enfants, cette fois dans le cadre de sieste. Et ces enfants, alors pourquoi est-ce qu'ils font des apnées? Alors les apnées, les enfants petits, avant 5 ans, vont faire des apnées du fait des végétations et de l'hypertrophie amygdalienne, puisque ces tissus sont responsables de nos défenses immunitaires quand on est petit, et ensuite ils vont réduire de volume. Mais parfois ils restent avec un volume important, donc vous avez des enfants qui faisaient des angines à répétition, ou qui ont souvent des rhinites, et ces enfants vont avoir une hypertrophie de ces végétations, de ces amygdales. Et donc, si on les enlève, on règle le problème? Alors on règle le problème si on les enlève, et actuellement, justement, on demande de vérifier qu'il y a bien une répercussion négative sur le développement de l'enfant, c'est-à-dire des apnées, qui nécessite à ce moment-là ce traitement. Puisque pendant longtemps, on enlevait les amygdales ou les végétations, mais on s'est rendu compte que spontanément, elles régressaient en termes de volume. Et donc, il est intéressant de les enlever si elles gênent le développement de l'enfant. Et pour poser le diagnostic chez un enfant, on enregistre le sommeil en après-midi? Alors, compte tenu de nos délais d'enregistrement, il est important quand même de répondre assez rapidement pour des enfants petits. Et donc, on propose de faire des enregistrements de sommeil diurne. Et si l'enregistrement est positif, c'est-à-dire qu'il y a des apnées, bien à ce moment-là, bien entendu, on va pouvoir proposer un traitement chirurgical qui est l'ablation des amygdales ou des végétations, sans avoir à faire subir à l'enfant de rester toute la nuit à l'hôpital. Et donc chez un adulte, comment ça se passe? Il arrive en après-midi? Alors oui, là les adultes, le problème c'est qu'on va leur mettre des capteurs et donc ça prend un certain temps de mettre les capteurs et on les fait venir vers 15h30 à peu près. Vous avez une mise en place d'électrodes, ça prend du temps. Après il faut que les électrodes sèchent parce qu'elles vont tenir toute la nuit en place malgré que le sujet bouge et donc ça nécessite quand même une préparation soigneuse et puis ça permet aussi au sujet de s'habituer à la chambre. D'être plus détendu. Et d'être plus détendu.
détendu quand on va commencer les enregistrements, parce que déjà c'est assez stressant d'avoir tous ces capteurs autour de soi pour enregistrer le sommeil. Oui, on n'est pas dans son environnement habituel, donc on va mettre peut-être plus de temps à s'endormir aussi. Voilà, tout à fait. Et comment ça se passe? Alors, on enregistre une nuit, on peut enregistrer aussi dans le cadre d'une journée pour quelqu'un qui est somnolent toute la journée, qui s'endort spontanément? Alors, en effet, on enregistre soit uniquement la nuit pour savoir s'il y a des apnées ou pas, mais on va également enregistrer les conséquences des apnées sur le plan de la vigilance diurne. Donc, on peut être amené à enregistrer ce qu'on appelle les tests itératifs de latence endormissement, c'est-à-dire la propension du sujet à s'endormir au cours de la journée. Et par contre, chez les sujets qui sont traités, on va devoir vérifier que le traitement est efficace et a fait disparaître la somnolence de la journée. Et donc là, on va réaliser des tests en journée pour montrer que, assis à ne rien faire, ils ne s'endorment pas, ils sont capables de lutter contre le sommeil. Alors il y a plus d'hommes que de femmes, mais c'est une proportion qui change après la ménopause, c'est ça? Tout à fait, les femmes sont protégées par leurs hormones parce que la répartition des graisses n'est pas la même chez l'homme et chez la femme. Et il y a en effet une répartition plus dans la partie haute du corps des graisses chez l'homme qui fait que vous en allez avoir beaucoup plus au niveau du cou. Et ceci va générer des apnées du fait qu'il va y avoir plus de graisse à ce niveau. Et chez les femmes, au moment de la ménopause, la répartition des graisses va redevenir à peu près superposable à celle de l'homme et donc on peut voir des syndromes d'apnée à ce moment-là. Et un syndrome qui augmente aussi avec l'âge peut-être? Le syndrome d'apnée apparaît globalement autour de 50 ans, ça peut survenir plus tôt, mais très habituellement c'est autour de la cinquantaine que ça apparaît et bien entendu il va y avoir une augmentation du nombre d'apnées jusqu'à 65, 70 ans. Après les choses sont plus compliquées, il peut y avoir des apnées mais qui n'ont pas forcément la même gravité, donc ça c'est un peu plus, des situations cliniques un peu différentes. Et est-ce qu'il y a des facteurs aggravants? Alors les facteurs aggravants, bien entendu, c'est le tabagisme parce que vous allez avoir une irritation de la muqueuse nasale et du pharyngolarynx qui fait que vous allez avoir bien entendu plus facilement une muqueuse qui est épaisse et donc qui va rétrécir le trou par lequel vous respirez. L'obésité, l'alcool qui est un bon myorelaxant et vous savez que quand on prend une cuite, on a un sommeil qui est dit plus lourd et qui est en fait plus sonore avec des ronflements plus importants. Donc des gens se plaignent de ne ronfler que quand ils ont bu un coup de trop. Et donc l'obésité, vous le disiez, le surpoids également. Et l'obésité et le surpoids vont être des facteurs aggravants ou des facteurs favorisant la survenue de l'apnée. Et parfois, certains sujets, en perdant 5 ou 10 kilos, vont améliorer de façon considérable leur syndrome d'apnée. Alors les conséquences peuvent être graves, puisqu'on n'a pas un sommeil réparateur, c'est-à-dire que le lendemain, on n'est pas bien reposé. Donc du coup, le premier symptôme, c'est quoi? C'est la fatigue? Alors le premier symptôme, ça va être la fatigue et la somnolence diurne, qui est un facteur de sévérité qui indique qu'il y a eu beaucoup d'apnée dans la nuit, qui a beaucoup fragmenté le sommeil. Mais il y a également des conséquences délétères sur le plan cardiovasculaire, parce que le fait de s'arrêter de respirer fait qu'on va avoir moins d'oxygène au niveau sanguin. Et le cœur s'emballe alors? Et donc le cœur s'accélère quand vous reprenez la respiration parce qu'il y a enfin de l'oxygène qui revient et donc vous avez une tachycardie, c'est-à-dire une accélération de la fréquence cardiaque et donc toute la nuit, au lieu d'avoir un cœur qui se ralentit et qui reste tranquille, il va y avoir des phases d'accélération et de décélération du rythme cardiaque, ce qui bien entendu fatigue le cœur aussi. Et qui fatigue aussi le cerveau parce qu'il doit réagir également? Alors qui fatigue le cerveau parce qu'il y a des micro-éveils, donc vous avez un certain nombre d'éveils. Quand vous avez quelqu'un qui fait 60 apnées par heure, c'est-à-dire une par minute, il va y avoir un allègement de son sommeil toutes les minutes et bien entendu c'est un sommeil qui n'est pas du tout reposant et qui est assez fatigant et le matin on est fatigué. Alors un risque de somnolence au travail, mais aussi au volant? Et donc là, actuellement, c'est un des critères, la somnolence au volant, qui rend la conduite impossible. C'est-à-dire qu'il y a un arrêté qui dit que quand il y a une somnolence diurne excessive, eh bien, on ne doit pas conduire parce qu'on risque de s'endormir au volant. Oui, l'apnée du sommeil qui multiplie par 6 le risque d'accident de la circulation, voilà. C'est très important. Actuellement, en effet, cette somnolence au volant est quelque chose de très important. En population générale, actuellement, il y a quand même 20% des accidents qui sont liés à une somnolence au volant. Donc c'est quelque chose qui est très important et c'est majoré par le syndrome d'apnée du sommeil.
Donc, si on fait des apnées du sommeil, on est somnolent au volant, on peut penser par exemple à un chauffeur routier, il faut absolument se faire diagnostiquer et traiter? Absolument. Et donc, c'est chez les chauffeurs routiers, là, on est dans le cadre d'une conduite professionnelle. Là, on demande non seulement que le sujet soit traité, mais de vérifier qu'il n'est plus somnolent. Et donc, on demande, pour qu'il puisse reprendre, pour que le médecin du travail puisse voir s'il est apte ou pas, il nous demande de réaliser un test de maintien d'éveil pour montrer que quand il ne fait rien et qu'il est assis, il est capable de rester vigilant, parce que c'est la situation du routier sur une autoroute quand il est à 90 km/h et qu'il n'y a pas trop de circulation. Vous restez assis et c'est très difficile aujourd'hui de lutter contre la somnolence. Donc ça demande un véritable investissement de la part des chauffeurs routiers. Donc quand il y a une maladie qui vous fait dormir, ça va être très difficile de lutter contre. Et qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez dans une pièce noire et vous attendez? On le met dans une pièce, dans une chambre, assis, à ne rien faire pendant 40 minutes, et on le fait 4 fois dans la journée. Et il faut que le sujet ne dorme pas. Bien entendu, on vérifie qu'il est bien dormi et qu'on ait corrigé les apnées la veille. Et à partir de là, on va voir qu'il peut rester 40 minutes sans sombrer dans le sommeil, assis dans un fauteuil confortable et avec une lumière un peu tamisée. Et une fois que le diagnostic est posé, quel est le traitement de référence? Alors le traitement de référence pour l'instant, c'est la pression positive continue, c'est-à-dire qu'on va vous mettre un masque sur le nez. C'est des exemples que vous avez devant vous? Les masques que vous avez. Donc vous avez ici un masque qui est assez petit et qui va ne prendre que le nez. Et puis ici un masque qui va prendre le nez et la bouche pour ceux qui respirent par la bouche. Et on va souffler de façon à laisser les voies aériennes supérieures ouvertes. Donc vous gonfle les voies aériennes supérieures avec une pression positive qui est appliquée de façon continue pendant toute la nuit. Et ça va vous permettre de respirer. Alors à l'inspiration, c'est quelque chose qui est tout à fait supportable facilement, parce que vous êtes aidé par la machine qui souffle. À l'expiration, c'est plus désagréable, puisque vous allez souffler contre le vent, et donc il va falloir s'habituer pour que ce flux expiratoire, enfin ce flux qui survient pendant votre expiration, ne vous entraîne pas à une réaction de blocage en disant il y a de l'air qui veut rentrer, et donc je vais bloquer ma respiration pour pas que ça rentre. Et j'ai l'impression de m'étouffer. Donc c'est pour ça que ces machines, il faut que les gens s'y habituent au début, en début de soirée, quand ils commencent le traitement. Pendant combien de temps ça prend Alors il y a certains sujets qui l'apprennent très vite. En l'espace de 2 jours, ils savent respirer avec la machine. Il y en a d'autres, c'est un peu plus long. Et donc il va falloir faire des ajustements. Bien entendu, il faut que le masque aille en termes de conformation, en termes de taille. Et parce que dans quel cas on met le plus petit et l'autre qui couvre la bouche finalement et qui est moins confortable peut-être? On commence par le nasal qui est celui qui est plus confortable et qui est plus facilement efficace parce que ça vous permet, si vous voulez, de bien traiter les sujets. Le nasobuccal ne va être utile que quand le sujet a une ouverture buccale pendant qu'il dort. Parce que quand il ouvre la bouche, à ce moment-là, bien entendu, ça va ressortir. L'air qu'on souffle par le nez va ressortir par la bouche et va vous sécher la langue, ce qui est très désagréable. À ce moment-là, on met un masque qui est plus gros, mais qui est du coup plus contraignant en termes de position. Et la crainte que peut avoir peut-être un patient, c'est aussi le bruit de la machine qui peut déranger pour s'endormir? Alors les machines, en effet, étaient très bruyantes au début. Là, il y a eu des progrès considérables en termes de bruit de la machine. Un peu comme des aspirateurs, en termes de taille. Au départ, c'était un aspirateur. Actuellement, si vous voulez, les turbines qui sont dans les machines ont été bien étudiées pour qu'elles soient suffisamment... On peut en voir une à l'image, c'est vraiment un petit boîtier. Entouré si vous voulez, de mousse, de façon à ce qu'il y ait le moins de bruit possible. Ce qui va faire du bruit, c'est quand le masque se désolidarise du sujet, et à ce moment-là, il y a une fuite d'air qui est très bruyante et qui est d'autant plus bruyante que la fuite est petite avec un sifflement. Et donc, c'est sûr que ce bruit-là, on va y remédier à condition que le masque soit bien adapté. Et c'est pour ça qu'il y a des prestataires qui vont installer les machines chez les patients et qui vont revenir parce qu'il va falloir après changer les masques parce que ces parties du masque vont s'user avec le temps et donc il va falloir changer les masques et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Alors c'est pas la seule possibilité de traitement, il y a aussi des orthèses qui peuvent être posées, là c'est complètement différent. Tout à fait, alors l'idée c'est au lieu de souffler et donc de gonfler par en arrière, si vous voulez les voies aériennes supérieures, on va utiliser des orthèses avancées mandibulaires qui vont prendre appui sur les dents
et qui vont avancer le maxillaire inférieur de façon à tirer la langue, enfin tirer les dents en avant. Et donc on va reposer sur les molaires ici. Quelque chose qui n'est pas naturel. Ah non, ça c'est normalement quand on dort, on a en effet un recul de la mandibule. C'est inversé. Et là, on va inverser la position. Donc ça, c'est mis en place par un chirurgien dentiste parce qu'il faut vérifier que les dents sont en état de supporter l'appareil. Il faut faire l'appareil sur mesure. Alors il y a un certain nombre d'appareils qu'on peut trouver qui se thermoforment dans les pharmacies, mais là, on est là dans à mon avis, dans des choses extrêmement dangereuses parce que elles risquent de pas être adapté au sujet, et si le sujet a besoin de soins dentaires, eh bien, il vaut mieux les faire avant que de mettre ses orthèses d'avancée mandibulaire. Donc oui, ne pas appuyer sur une dent qui est endommagée avec un appareil. Parce que là, à ce moment-là, vous risquez de perdre la dent, ce qui est toujours un problème. Et dans quel cas on peut avoir droit aux orthèses finalement qui sont moins volumineuses et pas bruyantes du tout? Alors les orthèses, il faut que ça soit suite à un bilan dentaire de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème et de contre-indication. On a droit aux orthèses théoriquement quand on a un syndrome d'apnée du sommeil avec un index d'apnée-hypopnée qui est supérieur à 30, c'est-à-dire qui donne droit à la machine et que la machine ne marche pas ou on n'arrive pas à s'y adapter. Ça, à ce moment-là, les orthèses vont être remboursées par les organismes de sécurité sociale. D'accord ? Après, les gens peuvent... Parce que, si vous voulez, les orthèses, elles sont faites pour un individu. Et donc, elles sont achetées une fois pour toutes. Et globalement, il faut les changer tous les 2 ou 3 ans. La machine, elle est louée par l'individu. Et donc, les organismes de remboursement des frais médicaux vont rembourser le prestataire qui loue la machine. Oui, c'est pas le même principe de fonctionnement. Donc c'est pas le même principe de fonctionnement. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours un débat parce que est-ce que ça vaut le coup de rembourser le prix de l'orthèse ou est-ce que je rembourse la machine? Il faut être sûr que vous mettiez l'orthèse. Et l'orthèse, il va falloir bien entendu vérifier son efficacité en faisant un nouvel enregistrement pour vérifier que les apnées ont disparu. Et j'ai l'impression que le traitement chirurgical est de moins en moins préconisé pour soigner ce syndrome d'apnée du sommeil. Tout à fait. On avait au départ beaucoup opéré de patients en se disant que l'autre possibilité, c'était de couper la luette, d'enlever les amygdales et donc finalement de retendre les tissus de l'arrière-gorge de façon à ce que l'individu puisse respirer sans faire d'apnée. Le problème, c'est que ces traitements sont insuffisamment efficaces et surtout n'ont pas une efficacité durable parce que malheureusement les tissus se détendent, surtout si vous continuez à fumer, si vous reprenez du poids, etc. Du coup, donc, ça marche pas assez bien. Ça marche pas assez bien et donc on a des effets secondaires qui font qu'on a plus ou moins abandonné ces traitements. Ces traitements chirurgicaux vont rester éventuellement présents pour le ronflement, c'est-à-dire diminuer le bruit, mais pour les apnées, c'est pas quelque chose qui est efficace. Et comment justement on vérifie que le traitement est efficace ou non? Alors il faut faire un nouvel enregistrement. Alors ces enregistrements peuvent être, comme vous l'avez vu dans le reportage, donc des polysomnographies, c'est-à-dire qu'on enregistre à la fois le sommeil et la respiration. Et puis il y a des enregistrements qui sont plus légers, dans lesquels on n'enregistre que la respiration la nuit, en faisant l'hypothèse que le sujet dort la nuit à partir du moment où il s'est endormi. Et donc on va voir comment il respire en faisant l'hypothèse qu'il dort, mais sans l'enregistrer. L'avantage, bien entendu, c'est que ces enregistrements plus légers vont avoir ce sera plus facile et plus rapide à mettre en œuvre. Et est-ce qu'on en guérit? Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, on peut en guérir. Un certain nombre de sujets vont en guérir en maigrissant, en modifiant leur façon de vivre. Leur mode de vie, oui. C'est-à-dire avec une reprise d'une activité sportive qui fait que vous allez réapprendre à faire des inspirations profondes sans collaber les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire sans fermer les voies aériennes supérieures. Vous allez arrêter de fumer, vous allez avoir moins d'œdème au niveau de la muqueuse. Et donc, on peut en effet guérir. Mais malheureusement, certains sujets vont continuer à avoir des apnées malgré des efforts, ce qui est toujours difficile à accepter pour eux. Et la position dans le lit, ça change quelque chose ou pas? Oui. Alors, globalement, les apnées prédominent chez un grand nombre d'individus quand vous êtes allongé sur le dos et quand on passe sur le côté, on fait moins d'apnées. Donc là, il y a des traitements positionnels aussi qui existent, qui consistent à se mettre une espèce de sac à dos pour éviter d'être allongé sur le dos. Pour avoir mal et être inconfortable. Et à ce moment-là, on va essayer de basculer. Et donc ce traitement positionnel est aussi très utile
si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil qui est très positionnel sur l'enregistrement que l'on fait. C'est-à-dire que si l'on voit que les apnées surviennent essentiellement quand le sujet est en position allongé sur le dos, on va pouvoir lui proposer un traitement positionnel. Mais il l'a souvent trouvé en partie tout seul. Question peut-être, alors on fait des apnées du sommeil, est-ce que, c'est peut-être bête comme question, mais quand on plonge, est-ce qu'on est meilleur en apnée, en plongée? Alors les plongeurs me posent un gros problème parce qu'ils sont beaucoup plus résistants aux apnées. Et donc parfois ils ont des apnées qui sont beaucoup plus longues ils se plaignent de beaucoup moins de perturbations pendant la journée. Et on a eu des plongeurs qui font des apnées à la fois centrales et obstructives, mais parfois pas mal d'apnées centrales, et qui le supportent beaucoup mieux que le reste de la population. Et donc, mais ce n'est pas une étude statistique, je vous dis, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de plongeurs. Alors, par contre, quand on les traite avec la machine, eux s'y adaptent très vite parce qu'ils ont l'habitude de respirer dans un masque et ça ne leur pose pas un problème. Alors le 28 mars, ce sera la journée nationale du sommeil. Qu'est-ce que vous avez prévu au Centre du sommeil de la Timone? Alors on a prévu de faire une journée porte ouverte le matin de façon à ce que le public puisse discuter avec les techniciennes du Centre du sommeil, voir les types d'enregistrements qui sont faits, voir comment fonctionne un centre du sommeil. Et cette année, la journée va être centrée sur le fait de dormir dans les transports, que ce soit les transports en commun ou la somnolence au volant. Et donc l'après-midi, entre 17h et 18h30, nous ferons des conférences dans l'amphithéâtre H3 de la Timone de façon à expliquer ce que c'est que la somnolence et comment on arrive à lutter contre la somnolence et à éviter de s'endormir au volant. Alors merci beaucoup Dr Ray d'être venu sur le plateau de l'émission C'est la santé pour nous parler de ce syndrome d'apnée du sommeil. Et merci à vous de nous avoir suivis.